20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Rapport 2014 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'organisation plaide en faveur d'une clarté du code pétrolier pour éviter toute erreur d'appréciation des textes. Les détails du compte rendu de la cérémonie de publication dans cette édition. Divergence autour de la mobilisation du Front Manko Wattu Sénégal lors de sa marche du 14 octobre dernier. Selon l'opposition, près de 50 000 personnes ont participé à la marche. Des chiffres contestés par Abdou Mbow qui qualifie les opposants au pouvoir d'anti-républicains. Les Sénégalais se sont invités au débat. Nombreux sont les citoyens qui déplorent la manière dont la marche a été dispersée. Dans ce journal, les Sénégalais se prononcent également sur les propositions de la légalisation de l'avortement médicalisé. Ils craignent que cette mesure soit la porte à toutes les dérives. En 2012, plus de 51 000 cas d'avortement ont été enregistrés au Sénégal. Yahya Diop Yekini quitte l'arène après 24 ans de présence. Le champion est revenu sur ses défaites qui, selon lui, ne sont pas de nature à entacher son palmarès. Dans cette édition, le portrait de l'enfant de Bassoul et puis l'invité du 20h, Cheikh Tidiane Touré, secrétaire permanent du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, les TIE. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous et à toutes. Je vous l'annonçais donc tout de suite. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives publie son rapport 2014. 117 milliards de francs CFA générés par le secteur, dont 49 milliards consacrés à la contribution d'ArcelorMittal. Quant au débat sur le pétrole et le gaz, l'ITI évoque l'article 8 du Code pétrolier. Selon ses membres, il est plutôt question d'interprétation des textes, des divergences qui méritent clarification et encadrement des sessions concernant l'exploitation. 5 recommandations ont déjà été dégagées. Le compte-rendu de la cérémonie de publication de ce rapport est signé Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. De 46 milliards en 2013, les revenus générés par le secteur extractif sont passés de 117 milliards pour l'année 2014. Le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal présenté des données fiabilisées indique l'ITIE. En 2013, on avait un premier problème. Le premier problème qu'on avait, c'était l'exhaustivité. Ça veut dire que toutes les entreprises minières et pétrolières qui étaient dans le pays n'avaient pas contribué. Cette fois-ci, la participation est de 100%. Toutes les entreprises qui sont présentes au Sénégal ont participé et ont déclaré leur paiement. Beaucoup de polémiques ces derniers jours sur la question du pétrole et du gaz. L'encadrement des textes s'impose. La législation à la fois fiscale et minière du Sénégal n'est pas très claire. Pourquoi elle n'est pas très claire? Parce que le Sénégal est un jeune pays minier. À mon avis, il est important que le Code général des impôts et domaines procède à un meilleur encadrement de tout ce qui est transfert sur les titres. Et à partir de ce moment, il ne pourra plus y avoir de discussion ou de polémique. Le paiement effectué par ArcelorMittal, également mentionné dans le rapport de 2014. Sur ArcelorMittal, le rapport de 2014 nous a permis de retracer 49 milliards 63 millions. Ces 49 milliards 63 millions ont été payés effectivement au Trésor et confirmés par une vérification de la Cour des comptes. Sur la question des bonus, il y a eu effectivement des paiements de bonus qui ont été constatés et approuvés de part et d'autre. Aussi bien les déclarations de Petrosen que les déclarations des compagnies concernées ont confirmé ces montants-là et il n'y a pas eu d'écart à ce niveau-là. L'ITIE compte par ailleurs rassembler ses membres et la société civile dans les jours à venir pour une large concertation. Il est même prévu une autre version du rapport en langue nationale. Et nous poursuivons avec la publication de ce rapport, cette fois-ci avec cette question. Quel est l'impact de l'augmentation des revenus générés par le secteur extractif sur les populations? Une question qui intéresse la coalition publiée. Ce que vous payez, elle ne voit pas un impact ou un changement sur la vie des communautés. Selon Abdelaziz Diop, membre de la société civile, l'État est interpellé sur cette question. Il était à la cérémonie de publication du rapport 2014. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. L'ITIE, en tant que soi, nous donne seulement une photographie du secteur et un pas vers la transparence.
Mais il y a d'autres acteurs, il y a d'autres leviers, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place au niveau de l'État pour pouvoir quand même asseoir à terme la transparence. Mais il y a une question qui me semble extrêmement importante qui n'a pas été posée ou soulevée dans ce débat. C'est dans la chaîne des valeurs, quand on parle d'octroi de licence jusqu'à la distribution des revenus. Aujourd'hui, le rapport nous dit que 117 milliards, c'est la contribution globale du secteur. C'est extrêmement important. Mais quel est l'impact pour les communautés, surtout impactées, et les collectivités locales? Et cette année, aujourd'hui, cette année-ci, la coalition Publier ce que vous payez, composée de l'ensemble des acteurs de la société civile, en partenariat avec le comité national ITIE, a prévu aujourd'hui de travailler dans ce sens pour que ce décret ait un effet et que ces fonds puissent être opérationnels et enfin que les communautés et les collectivités impactées puissent sentir aujourd'hui quand même une part des revenus générés par l'exploitation des ressources minérales. Parlons à présent du front Manko Wattu Sénégal qui aurait réussi le pari de la mobilisation. Selon Mamadou Moudban, le Front pour la défense de la République a réuni près de 50 000 personnes. Du côté du parti au pouvoir, c'est Abdou Mbow qui est monté au créneau. Il estime que l'opposition ne s'accorde pas sur les chiffres de la mobilisation. Abdou Mbow qui qualifie les opposants d'anti-républicains. C'est dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Précision d'un leader du Front. Mamadou Moudban lève tout équivoque. Manko Wattu Sénégal a atteint son objectif côté mobilisation. Entre 15h et 16h, nous avons eu à mobiliser au moins 15 000 manifestants. Entre-temps, il y a eu des manifestants qui nous ont rejoints à la RTS et au niveau de la place de l'Obélisque. Et ce qui a fait gonfler le nombre de manifestants qui a atteint entre 40 et 50 000 manifestants vers 18h. Donc ce que le président Mamadou Diop Decroix a dit, c'est vraiment la réalité. Et on s'est rendu compte après la manifestation qu'il y a des gens qui sont venus de Thiès, de Rufisque, qui ont été bloqués au niveau du port de Dakar. L'apériste qualifie cette opposition d'anti-républicaine. Abdou Mbow voit une désorganisation au sein du Front. Et ce qui est important dans la politique, c'est de gagner des élections. Quand on est champion dans la perte des élections, on ne peut pas mobiliser les Sénégalais parce que les Sénégalais se sont détournés de ses opposants. Vous avez vous-même vu que même entre eux, c'est la bataille des chiffres. La bataille des chiffres, ce n'est pas entre le pouvoir et l'opposition, c'est entre eux. Leur communiqué a parlé de 15 000, Decroix a parlé de 60 000, d'autres parlent de 45 000. Ce qui se passe est qu'ils ne sont pas organisés. Selon Mamadou Moudban, c'est la police qui a saboté leur marche. C'est le préfet ou les autorités politiques qui ont violé l'arrêté du préfet. Moi, j'ai entendu durant la manifestation un policier dire que il y a une forte foule, il y a de la foule qui est en train de rejoindre les manifestants. Si ces gens-là arrivent à la RTS, nous n'aurons pas les possibilités de les contenir. Et je pense que cette information peut-être a inquiété l'autorité politique publique. Nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé. Ils ont parlé, peut-être ils ont été trahis par la déclaration qu'ils ont faite devant la préfecture. Parce que vous les aviez entendus qu'ils allaient passer outre l'autorisation du préfet en marchant jusqu'au ministère de l'Intérieur. Donc je pense que ça, c'est une affirmation que les Sénégalaises et les Sénégalais ont suivi. La plainte contre Aliou Sall et Franck Timis sera déposée dans les prochains jours. Le Front pour la défense du Sénégal annonce une nouvelle marche. Mamadou Moudban et compagnie vont demander la démission du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. La marche du 14 octobre dernier encore et toujours dans les débats. Si certains déplorent la manière dont les anciens premiers ministres, ministres et présidents de l'Assemblée nationale ont été traités, d'autres par contre pensent que nous sommes dans un état de droit. Par conséquent, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Résultat, pas de différence entre un ancien premier ministre et un citoyen lambda. Reportage signé Souleymane Touré. Marche de la coalition Manko Wattu Sénégal, réprimée par des forces de l'ordre. Des anciens dignitaires qui ont incarné des institutions élevées de l'État plongés dans la fumée des lacrymogènes. C'est une très grosse honte du Sénégal que de telles images puissent faire le tour du monde. Vous savez, Abdoulaye a commencé à perdre le pouvoir le jour où des gens comme Moustapha Niasse, Tanor Dieng et autres ont été brutalisés devant la RTS. C'est ce jour qu'il a commencé à perdre le pouvoir. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ce n'est pas parce qu'il y a Pape Diop, Abdou Mbaye. Je ne trouve même pas normal que dans une démocratie, que pour une marche, que la police jette une grenade lacrymogène sur un citoyen lambda.
Des scènes de violence à cause d'un itinéraire dans un pays pourtant cité comme une grande démocratie dans la sous-région. Et je voudrais dire aux Sénégalais que l'opposition est dans son bon droit. Parce que les forces de l'ordre qui avaient été déployées ce jour-là pour les mater auraient pu les encadrer tranquillement jusque devant le ministère de l'Intérieur. Ce qu'il aurait fallu faire, à partir du moment où le préfet dit qu'il y a un arrêté Ousmane Ngom, l'opposition aurait dû dire ok, nous respectons l'itinéraire que vous avez défini, mais nous allons attaquer l'arrêté Ousmane Ngom au niveau de la Cour suprême. Et c'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est que tout le monde se soumet au droit, à commencer par l'État. Des images qui n'honorent point le pays, d'où l'intérêt pour le pouvoir et l'opposition de définir les règles du jeu pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise, tant chantée par le monde entier. Parlons à présent santé avec ces chiffres effarants. Le nombre de cas d'avortement enregistrés au Sénégal en 2012 est estimé à près de 51 500, 3,6% cas de décès liés à un avortement à risque. Pire, 3% des femmes en milieu carcéral sont condamnées pour infanticide. Des acteurs sont aujourd'hui plus que déterminés pour que la légalisation de l'avortement médicalisé soit une réalité. Mais les avis sont partagés. Certains Sénégalais craignent des risques d'abus et que cette mesure soit justement la porte ouverte à toutes les dérives. Dossier signé Fatou Kinedem. 51 500 cas d'avortement en 2012 au Sénégal, un chiffre révélateur des acteurs pour une légalisation de l'avortement médicalisé. Ça serait bien dans une condition, par exemple au niveau des viols, des grossesses précoces et surtout des incestes, parce qu'ici au Sénégal, on voit de plus en plus qu'il y a toujours des incestes qui se produisent du jour au lendemain. Moi, je suis pour l'avortement médicalisé au Sénégal. Normal pour certains, alors que pour d'autres, il n'en est pas question. D'accord, parce que Légaliser l'avortement médicalisé au Sénégal, je ne suis pas d'avis. C'est comme tuer un être innocent et je trouve cela anormal. Pour les médecins, est-ce qu'ils seront libres de dire oui ou non? Peuvent-ils dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? Ensuite, à quel moment précisément il faut autoriser l'avortement médicalisé? Une fois l'avortement médicalisé autorisé, est-ce que cela ne peut pas être un prétexte ou un abus pour effectivement à chaque moment que des filles trouveront l'occasion de tomber enceinte, d'aller trouver quelqu'un pour qu'il se fasse avorter? Le taux de décès maternel lié à l'avortement clandestin atteint les 3,6%. Les pratiquants, rarement punis. Très souvent, complices et coupables sont ensemble et ne se dénoncent jamais. Très souvent, c'est le voisinage qui la dénonce. Mais je pense que dans les deux cas, ils sont tous complices, ils sont tous coupables. Alors, la législation doit être renforcée à ce niveau et les acteurs sévèrement punis. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui condamnées pour infanticide. Elles sont généralement victimes de viols ou d'inceste. Selon le sociologue, l'éducation des jeunes est à renforcer. Nos jeunes filles et nos jeunes garçons d'aujourd'hui, qui manquent d'expérience, qui sont déjà en âge de puberté et qui sont en couple, peuvent se retrouver du jour au lendemain enceintes. Et le premier réflexe que les parents disent, c'est de dire à la jeune fille, dites que vous avez été violée. Je pense que ça, c'est un piège et il faut l'éviter. Alors, pour vraiment revenir à la question, nous préconisons la sensibilisation et l'éducation des personnes pour qu'ensemble, nous puissions construire une société basée sur la famille. Les acteurs en faveur de l'avortement médicalisé plaident pour son application, d'autant plus que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo où l'avortement en cas de viol ou d'inceste doit être pratiqué. Et de la santé, nous passons à l'éducation. L'idée est agitée, les classes à double flux, une stratégie transitoire pour régler le déficit d'enseignants dans l'élémentaire, une idée qui, pour certains acteurs de l'école, ne peut pas garantir la qualité des enseignements. Pour rappel, le système du double flux avait été instauré dans un contexte particulier qui avait justement coïncidé avec les programmes d'ajustement structurel. Aminata Mbarisso. Le système des classes double flux, une politique qui remonte aux années 1980. À cette époque, un déficit d'enseignants et un manque de salles de classe avaient poussé les autorités à mettre en place le projet. Déjà, le taux brut de scolarisation était non seulement en stagnation, mais même à la baisse. Parce que jusque dans les années 90, le taux brut de scolarisation au Sénégal a quand même connu une situation très difficile.
C'est à partir des années 90 que, avec la politique des volontaires vacataires, que quand même le taux a commencé à être boosté vers le haut. Donc le double flux, c'était les raisons fondamentales qui ont amené le gouvernement à instaurer le double flux. De génération en génération, les choses ont évolué. L'idée de reprendre cette méthode d'enseignement est aujourd'hui agitée, une sorte de stratégie transitoire. Je pense que si c'est, disons, normalement fait, cela n'a pas du tout d'inconvénient, car le quantum horaire en général, disons, est presque respecté. Sinon, il y aura des possibilités de rémédiation par-ci et par-là. Bon, on est arrivé à pallier tant soit peu les inconvénients des déficits en locaux et en personnel enseignant. Donc, pour tenter de scolariser le maximum d'élèves. Parce que quand même, c'est un enseignant de cohorte. Voilà. Paradoxe pour le secrétaire général du Sud-Est, dans un contexte où l'on parle de plus en plus d'une école de qualité. C'est une surcharge horaire pour l'enseignant. C'est un déficit de temps d'études pour les élèves. Et donc, au total, ça ne donne pas les résultats escomptés. Quand quelqu'un veut la qualité, en général, il doit l'acquérir. Si nous avons des maîtres bien formés, des maîtres qui ont la volonté de bien faire, des parents qui assistent normalement les enfants à l'école, nous pourrons arriver à avoir notre école, l'école de qualité. Même si la méthode peut résoudre la question des enseignants, elle demeure tout de même problématique pour le respect du quantum horaire. Éducation, formation, insertion, mais aussi et surtout accès à l'appareillage et aux édifices publics. Les personnes en situation de handicap dressent une liste de leurs revendications. Elles ne réclament ni plus ni moins qu'une prise en charge. Déclaration faite à Guédiawaye. C'était en marge d'une journée de concertation sur la mendicité des enfants en situation de handicap. Je vous propose d'écouter Yatma Fall, président de la Fédération des personnes vivant avec un handicap. Il est interrogé par nos correspondants sur place, Salif Sow et Asmalik Diop. Le premier ordre de contrainte est lié aux difficultés d'accès à la santé et à l'appareillage. Au Sénégal, les aides techniques, c'est-à-dire les béquilles, les fauteuils roulants, les voiturettes, les cannes, etc., sont inaccessibles, sont encore trop chers. L'accès à la santé aussi pose un gros problème. Le deuxième ordre de contrainte, c'est les difficultés liées à l'éducation et à la formation. Nous l'avons dit tout à l'heure, ni nos écoles, ni nos enseignants n'ont été préparés à prendre en charge l'éducation et la formation des enfants handicapés. Le troisième ordre de contrainte, c'est lié aux difficultés d'insertion et d'emploi. Même si la loi prévoit que dans le recrutement dans la fonction publique, il faut prendre 15% des personnes handicapées, cela n'est pas appliqué et les personnes handicapées aussi ont des problèmes d'insertion. Enfin, le quatrième ordre de contrainte est lié aux difficultés d'aménagement du cadre de vie générale. Alors, le cadre de vie générale, quand on le dit, on évoque les questions d'accessibilité. La carte a été lancée par le président de la République, on s'en est félicité. On est en train de la distribuer, mais le problème qui se pose, c'est qu'elle n'est pas encore effective. Ni la santé, ni l'éducation, ni les transports, ni l'habitat, rien du tout. C'est pourquoi, encore une fois, nous profitons de ce moment-là pour lancer un appel au gouvernement pour que tous les ministères sectoriels concernés par les services offerts par la carte d'égalité des chances puissent s'exécuter. Et puis, vous l'avez certainement noté, célébration hier, 16 octobre, de la Journée mondiale de l'alimentation. Le thème cette année, le climat change. L'alimentation et l'agriculture aussi, prétexte saisi par la rédaction pour parler des effets du changement climatique sur le secteur de la pêche. À Yarar, les pêcheurs sont conscients de ce phénomène et tentent autant que faire se peut de sauver leur activité. Les captures ont connu une baisse, une réadaptation au milieu s'impose à eux comme un moyen de survie. Compte rendu signé Mambiram Diouf. L'impact du réchauffement climatique sur le secteur de la pêche est un débat que dit suivre de près Massiga Diop, 35 ans maintenant qu'il pratique celle dite de type artisanal. Selon lui, la baisse des prises au fil des ans peut être liée à cela, mais aussi à l'action de l'homme sur l'environnement marin. Le changement climatique, c'est un du dëgg mbiru yàlla la gars yi def na ci ay réunion Genève yooyu yëpp ñu koy suivre
Le changement climatique est un phénomène naturel, mais nous devons revoir notre façon de faire. Je suis souvent les discussions sur cette question. Les déchets que l'on déverse en mer, la capture de certains poissons non autorisés, tout cela est mauvais. Si nous pouvions avoir une tonne de poissons il y a 35 ans, maintenant on se retrouve avec seulement 30 kilos. Imaginez une caisse de sardinelles qui coûte 26 000 francs. Les pêcheurs de retour à quai ici à Yarah débarquent avec toutes sortes d'espèces. C'est une aubaine pour ces acteurs qui tournent autour de cette activité. Mon père est propriétaire de pirogues. Nous vendons du poisson aux mareyeurs. Ces jours-ci, ça va quand même, mais nous prions Dieu pour que ça continue. La rareté du poisson se fait sentir sur le prix, mais il faut faire avec soutien cette dame. Je n'ai vraiment pas le choix, c'est mieux que la viande. J'ai acheté en tout une valeur de 9 000 francs. Le climat change, la pêche aussi. Cependant, ce secteur d'activité continue d'attirer des jeunes, affirme Massiga. La pêche doit être bien réglementée afin que la mer soit protégée et permettre ainsi aux poissons de bien se reproduire. Ces pêcheurs gardent l'espoir de vivre de meilleurs jours en mer dans un climat qui leur est donc favorable. Et nous reparlons politique cette fois-ci avec cette scission dans les rangs de la PRA Rufisque. Les membres du parti présidentiel fustigent les comportements de certains hauts responsables locaux. Ils faisaient face à la presse. Leur porte-parole du jour, Birahim Seck, est au micro de Seynou Thiam et Bira Diagne. Ici à Rufisque, l'urgence se trouve pour la paix dans l'unité et surtout dans la massification du parti. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, certains ne l'ont pas compris et travaillent à la fragilisation du parti. Mais à l'impossible, nul n'est tenu de l'adage. Conscient de notre représentativité, de notre force, constituée de plus de 40 partis, je l'ai dit tantôt, comité installé par Ami Diallo et ses amis, nous n'entendons plus jouer le second rôle. C'est pourquoi, de guerre lasse, nous avons décidé de nous retirer des activités du parti en tant que structure. Et puis, pas loin de Rufisque, justement, aux parcelles assainies, la mairie a procédé au nettoiement du marché central de la commune. Objectif, lutter contre l'insécurité, mais aussi l'insalubrité qui constitue un danger pour les occupants. Nous écoutons le maire des parcelles assainies, Moussassi. Il s'est exprimé au micro de Salif Sow, Asmalik Diop. Dieu nous a aidés à être là avec les équipes. Donc, nous avons 175 manœuvres avec 25 agents de sécurité accompagnés de la police, dont aussi une cinquantaine d'agents de l'UCG qui nous ont appuyés pour cette journée, qui est dans le cadre d'un programme d'action pour les 4 équipements marchands et le centre commercial que nous nettoyons tous les dimanches. Et vous avez vu des tonnes d'ordures que nous avons sorties du centre commercial. Et nous profitons de l'occasion pour sensibiliser les délégués de marché ici présents pour qu'il y ait une communication à large échelle au niveau des marchands et des commerçants, pour que quand les rotations sont là, les 3 rotations par jour, que les gens puissent sortir les ordures et les mettre dans les camions. Ce que nous avons sorti ici comme ordures est vraiment énorme. Les gens vraiment ne veulent pas sortir les ordures. Chaque jour, il y a des rotations, il y a au moins 3 dans la journée. C'est bon de nettoyer à grande échelle, mais c'est mieux d'entretenir. Nous avons eu quelques récalcitrants, à peu près 18, qui n'avaient pas accepté de fermer aujourd'hui. Nous les avons fermés et demain nous allons les verbaliser par une amende. Maintenant, pour le reste, ça s'est très bien passé et ça continue de se passer très bien. Nous pensons que demain, nous allons mettre un dispositif de suivi sur la demande des marchands, plus une vingtaine d'agents de sécurité qui vont faire le tour avec leurs véhicules pour parer à toute éventualité par rapport aux gens qui vont encore essayer de mettre de la saleté ou bien de défaire des départements. Pour soutenir la vaccination au Sénégal, Afrivac s'engage avec l'appui des entreprises. Objectif, obtenir des fonds et permettre aux enfants de se vacciner et de se prémunir ainsi contre certaines maladies. Des footballeurs ont décidé d'accompagner Afrivac dans cette initiative. Il s'agit de Nicolas Anelka et Elhadj Diouf. Ils comptent organiser un match de gala qui aura lieu en décembre prochain afin de mobiliser des fonds et booster cette campagne de vaccination. Aïssatou Pay, Tierno Laurent Mendy pour les détails. Avec le soutien des entreprises privées, Afrivac s'engage au profit de la vaccination
pour cette édition. Un support, le football, objectif, drainer le maximum de fonds possible. 90 entreprises privées aujourd'hui apportent leur contribution annuelle à Afrivac en faisant un chèque ou en faisant des dons en nature au profit de la vaccination. Tous ces chefs d'entreprise savent que la santé est un des piliers importants pour le développement et viennent soutenir spontanément Afrivac. Afrivac souhaite inviter les amis du football. Des financements que vont tenter de trouver Nicolas Anelka et El Hadji Diouf à travers un match de gala. Du 15 au 18, je fais un appel au monde entier de venir à Dakar, de venir au Sénégal, dans un endroit très paisible à vivre. On voudra que ce week-end-là, du 15 au 18, ce soit une fête et surtout, accompagner Afrivac. Venez nombreux le 17 décembre. Il y aura une opposition, je pense, de marque avec le Sénégal de 2002 contre une équipe formée de joueurs que je vais sélectionner. Affiche alléchante, le 17 décembre 2016 vont s'affronter l'équipe du Sénégal de 2002 et les amis de Anelka avec comme invité d'honneur Diego Armando Maradona. La page des sports, à présent, nous la démarrons tout de suite avec Yahya Diop Yekini qui met un terme à sa carrière de lutteur après 24 ans de présence dans l'arène. Le champion s'est exprimé sur ses 2 dernières défaites accumulées, des défaites qui ne sont pas de nature à entacher son palmarès. Il espère voir d'ici peu un champion serrère pour justement pour sa succession. Yahya Diop Yekini a fait face à la presse et Pafa Raning nous en donne les détails. Une décision mûrement réfléchie après une large concertation avec ses proches, mais très dure à prendre après 24 ans de carrière dans la lutte. Toute chose a une fin. Depuis belle lurette, je voulais arrêter la lutte. Après chaque combat, il faut faire le bilan avec le staff et les proches. Et après moult concertations, j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière. Après 2 revers de suite, une fin de carrière au goût d'inachevé, mais Yekini préfère retenir les bons souvenirs. Ce n'est pas que j'ai perdu devant Balla Gaye 2 ou Lac de Guerre 2 que j'ai décidé d'arrêter. Mais tous les sportifs ont dû passer par là. C'est ce qui motive cette décision. Dans la lutte, il y a la défaite et la victoire. Mais moi, j'ai terrassé toutes les catégories et mes cadets m'ont terrassé. C'est tout à fait normal. Il précise que sa décision n'est pas liée à sa santé et à sa force physique. Ce ne sont pas des raisons sanitaires ou autres aspects qui motivent ma décision. Mais beaucoup de champions ont pu passer par là. Et j'ai fait 24 ans de carrière, c'est trop. Yekini va toujours rester dans l'arène avec son label Fat Production. Il espère revoir un grand champion sérère pour lui succéder. Voilà, Yahya Diop Yekini qui met fin à sa carrière après 19 ans de présence dans l'arène sénégalaise. L'homme aura tout emporté dans sa carrière avec un palmarès inédit. 22 combats pour 19 victoires, 2 défaites et un nul. Qui est Yahya Diop Yekini? Eh bien, Ibrahima Kane nous retrace le parcours d'un champion jamais égalé dans la lutte sénégalaise. 22 combats, 19 victoires, 2 défaites, 1 match nul, Yahya Diop Yekini restera à jamais gravé dans les annales de la lutte. Né le 28 février 1974 à Bassoul, dans les îles du Saloum, Yahya Diop Yekini est sans conteste le meilleur lutteur sénégalais de tous les temps.
Après s'être fait un nom dans la lutte traditionnelle appelée Mbapat, Yahya Diop Yekini fait ses grands débuts dans la lutte avec frappe dans les années 90. Le 10 août 1997, Yekini enregistre sa première victoire dans l'arène contre Kadegi et lance une carrière ô combien exceptionnelle. Le 23 novembre 1997, il signe son deuxième succès pour son deuxième combat avec comme victime cette fois-ci Modou Pouye 2. Le chef de file de l'écurie Ndakaaru inarrêtable va faire son bonhomme de chemin dans l'arène en enchaînant victoire sur victoire. Entre autres de ses victimes, Balla Beye 2, Mor Nguer, Lac de Guiers, Mohamed Ndao Tyson, Bombardier, sans oublier bien sûr Gris Bordeaux. Après 9 ans de succès dans la discipline, Yahya Diop va enregistrer un match nul dans sa carrière contre Moustapha Gueye, le Tigre de Fass. Nous sommes le 3 juillet 2006. Une contre-performance de courte durée puisque Yekini renouera avec la victoire lors de son combat suivant contre Balla Beye 2. Roi des arènes, plusieurs fois champion d'Afrique en lutte simple, lutteur du cinquantenaire, Yahya Diop Yekini, l'intouchable pour certains, est resté 15 ans invincible dans l'arène. Après avoir triomphé sur tous les lutteurs de sa génération, le chef de file de l'écurie Ndakaaru va s'ouvrir à la nouvelle génération. Face à Balla Gaye, l'enfant de Bassoul va connaître pour la première fois la défaite. Une défaite qui l'éloignera de l'arène 4 ans durant pour des raisons de santé, d'organisation de son staff entre autres. En 2016, le King, comme l'appelaient certains, décide de faire son comeback. Il sera opposé à Lac de Guiers numéro 2 le 24 juillet. Un combat hélas qui ne permettra pas au champion de se relever, le puncher du Wallo ayant dicté sa loi. Aujourd'hui, Yahya Diop Yekini met fin à sa carrière après 24 ans dans l'arène. Allez, félicitations au champion Yahya Diop Yekini et bon courage pour la suite. Parlons foot à présent avec Nicolas Anelka, ancien international français qui pense que le Sénégal a une très bonne équipe vu le parcours sans faute lors des éliminatoires de la CAN 2017. Selon lui, le Sénégal ne doit pas se contenter de participer aux prochaines joutes, mais plutôt gagner, car il estime que les joueurs sénégalais ont tout le potentiel qu'il faut. Je vous propose de l'écouter. Nicolas Anelka est actuellement en visite au Sénégal pour une campagne de mobilisation des fonds. Vous venez de le voir au profit de la vaccination. Ces propos sont recueillis par Pape Faraning. Très forte, la preuve qu'ils ont fait un parcours sans faute. Maintenant, vous savez comme moi que le plus important, c'est pas de se qualifier, c'est de jouer la compétition et de la gagner. Donc j'espère pour le Sénégal qu'ils vont aller le plus loin possible et on espère pourquoi pas une victoire à la fin. On sait que l'Afrique, c'est un gros vivier et qu'il y a de très bons joueurs. On le voit ici au Sénégal, on le voit au Cameroun, on le voit dans tous les gros pays en Afrique. Et il y a une continuité, il y aura continuellement des grands joueurs africains qui vont venir en Europe, qui vont faire les beaux jours de clubs en France, en Angleterre, en Allemagne ou même en Espagne ou en Italie. Donc on espère en voir beaucoup du côté du Sénégal. Et puis pour boucler la boucle, le final tournoi de l'Assemblée nationale NGB remporte le trophée devant Djambar, 2-0. Les Galactiques ont marqué très tôt, 2 buts en première période. En seconde, ils ont été dominés par les académiciens. Pour le coach Demba Mbaye de NGB, son équipe a fait un pressing haut. Boubacar Gadiaga de Djambar a pu rectifier le tir à la mi-temps, mais son équipe a vendangé beaucoup d'occasions. Pape Faraning et Younous Diatta pour les minutes de ce match. Cueilli à froid dans les 10 premières minutes, Djambar n'a pu revenir dans cette finale. Hassan Touré trouve la faille à la 4e minute d'un tir croisé. 6 minutes après, Pape Faragaye d'une frappe limpide scelle définitivement cette finale. On a essayé de jouer en avançant, de défendre en avançant, de presser le porteur, de les gêner dans leur capacité à bien conserver la balle, parce que c'est une équipe qui est très technique, qui conserve bien la balle, qui combine très bien. Donc on a pris notre parti d'aller jouer dans leur camp et d'aller les agresser dans leur camp. On l'a bien fait tant que les ressources physiques étaient présentes, mais je m'attendais bien évidemment sur la deuxième mi-temps à une baisse de régime. Djambar, c'est une équipe très technique et qui joue rapide, donc il fallait les presser haut, les empêcher de jouer. C'est pour cela que nous avons inscrit ces 2 buts très tôt. Malmené en première période, Djambar se rebiffe en seconde avec des occasions franches de réduire le score. Birahim Gueye a même raté un penalty. Une défaite riche en enseignement. On a une équipe très jeune pour commencer le match, mais c'est le but. On a des joueurs
lancer, à donner un peu de temps de jeu et que voilà, ils ont manqué de maturité, ils ont perdu des ballons bêtes. En début, on est rentré trop mou dans le match et que voilà, on l'a payé cher. Bon, après, on a pu rectifier le tir avec des joueurs majeurs qui ont fait ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, on n'a pas marqué de but, mais ce qui est bon, c'est que le contenu de la deuxième période est très acceptable. Ils nous ont pressé haut, on avait du mal à sortir le ballon. Bon, par moi aussi, on avait peur de jouer. Parce que chaque fois, on dégageait le ballon et ça ne nous arrêtait pas. Les Niaritali, ils ont très bien joué. Ainsi, NGB remporte son premier trophée de la saison. L'équipe en lice en Coupe CAF va jouer ce samedi contre l'US Gorée, le trophée des champions, pour bien démarrer la saison. Fin de ce journal, ravi de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gigfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite. Chérif, c'est à toi.